Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On va parler d'histoire, on va faire un voyage dans le temps et dans l'espace. On va voir avec Corinne Salmon-Mareux dans Impact ce que ça veut dire. Alors l'impact de l'histoire, bonsoir Corinne Salmon-Mareux. Bonsoir Jasmine. J'allais dire l'impact de l'histoire à chaque fois qu'on parle de la Réunion, c'est un paradoxe parce que quand on parle d'histoire, c'est 350, 310 ans d'histoire. C'est très peu. Mais malgré tout, c'est un paradoxe, c'est que l'autre paradoxe, c'est qu'on ne connaît pas notre histoire. On ne connaît pas notre histoire et là, on sera du coup sur une histoire un peu plus généraliste et je vais te laisser deviner de quoi nous allons parler. Si je te dis de créatures maléfiques à icône moderne, et féministe, une icône féministe, si je te dis femme indépendante méprisée du capitalisme patriarcal, nouveau symbole du féminisme, est-ce que tu as deviné de quoi nous allons parler? On a le choix entre Kala pour l'image de sorcière et on a l'image d'une femme sévère, j'allais dire rétive, qui est Madame Desbassins. Eh bien, c'est tout à fait ça. On va parler de sorcières. Une guerre mondiale contre les femmes, c'est ce que dénonce la militante et théoricienne Silvia Federici dans un essai littéraire. Des chasses aux sorcières de l'histoire au féminicide d'aujourd'hui, qui ont encore lieu, elle dévoile comment, depuis les condamnations pour sorcellerie depuis la fin du Moyen-Âge et les violences contre les femmes, ont un lien direct avec le développement du capitalisme et c'est une situation qui dure encore aujourd'hui. Alors, juste sur le Moyen-Âge, et on reste sur l'histoire de France, la femme a eu cette image, on lui a collé cette étiquette de sorcière pour une seule raison, c'est qu'elle faisait de la tisane. Elle utilisait des plantes, et comme les hommes n'avaient pas la connaissance des plantes à ce moment-là, on a attribué aux femmes cette image-là. Et il y a une autre chose dans l'histoire qui va faire que la femme porte pendant longtemps et encore aujourd'hui cette image, c'est que comment faire avorter à l'époque? C'est tout à fait ça. La tisane du diable. C'est tout à fait ça. On y arrive. Dans une interview du Cosmopolitan, l'auteur Mona Chollet précise que dès la fin du Moyen-Âge, ces sorcières, leur savoir et leur pouvoir social étaient remis en question. Pourquoi un pouvoir social? Tu l'as dit, Jismi, c'est parce que les femmes qu'on accusait de sorcellerie étaient celles qui très souvent étaient guérisseuses et qui étaient capables de soigner, mais qui étaient aussi capables d'accompagner les accouchements et les avortements. Elles incarnaient donc la connaissance médicale et formaient des membres respectés de la communauté jusqu'à ce qu'on assimile leur activité à des agissements de sorcellerie. Et le paradoxe dans ce que vient de dire Corinne Salmon-Mareux, c'est que qui avait recours à ces femmes-là? C'était les gens qui avaient les moyens, les riches, qui donc pouvaient faire appel à ces personnes-là pour soit chasser le mauvais œil, soit guérir une maladie. Et comme dans ce milieu-là, on en parlait, donc ce qui était bien pour l'un était forcément mauvais pour l'autre. Absolument. Donc la chasse aux sorcières qui a débuté au XVIe siècle, principalement en Europe, tu l'as dit, n'a pas concerné que les guérisseuses. Toute tête féminine qui disposait d'un trop fort caractère ou d'une voix qui pouvait trop parler, trop s'exprimer, ou encore celle qui avait une sexualité trop libre, était une gêneuse d'une quelconque manière, et donc ça suffisait à susciter des vocations de chasseurs de sorcières. Et puis, la référence à la religion à cette époque-là, l'Église avait droit de vie et de mort. Et n'oubliez pas, dans l'histoire de Jésus, cette histoire au moment où on va lapider Marie-Madeleine, c'est Jésus qui intervient. Parce que Marie-Madeleine aurait fauté sexuellement. Et la lapidation était la sanction pour les femmes adultères. Donc, à chaque fois que un homme voyait qu'une femme se refusait à lui, et
il a indiqué, il va aller voir l'église pour dire cette femme est une sorcière. Et encore si elle avait le choix de refuser. Ouais. Donc ces femmes dites sorcières représentaient forcément une menace pour l'avènement du monde capitaliste moderne en Europe. Et il s'agissait du coup de les mettre hors d'état de nuire, que ce soit en les torturant, comme tu l'as dit, en les tuant, notamment sur le bûcher, ou en les empêchant littéralement de parler, en entravant leur visage de bride à mégère. Est-ce que tu sais ce qu'est une bride à mégère? Non. C'est un espèce de masque en acier que l'on plaçait sur la tête de la femme, une sorte de muselière pour humains, et certains de ces casques étaient d'ailleurs pourvus d'une pointe qui rentrait à l'intérieur de la bouche, ce qui signifie que la femme ne pouvait ni se nourrir, ni parler, ni boire tant que l'homme n'avait pas retiré ce masque. Et on la faisait ensuite déambuler dans la rue pour l'humilier et montrer voilà ce qu'il se passe quand vous ne restez pas à votre place, à la place que l'homme avait décidé. Et juste pour enfin faire un clin d'œil à ce fameux film L'homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio, avec Gérard Depardieu, avec entre autres que j'ai oublié les autres acteurs, mais on voyait déjà ce masque-là. Mais pour la femme, dans ce qu'on appelle les milieux nobles, qu'est-ce que l'homme imposait à la femme quand il partait en croisade? La ceinture de chasteté, généralement en fer. Absolument. Donc entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la chasse aux sorcières a fait entre 50 000 et 100 000 victimes, qu'elles aient été torturées, tuées ou abusées sexuellement et brûlées. Donc un massacre à grande échelle. Pourtant, on a gardé de la sorcière qu'un souvenir folklorique, une vieille femme solitaire au rire narquois qui chevauche son balai la nuit et jette des sorts à ses ennemis. Donc, au final, le mythe de la sorcière est né de la peur des hommes envers les femmes libres, indépendantes, les sachantes, les savantes et les féministes. Donc c'est la place grandissante que les femmes occupaient dans l'espace social que les chasseurs de sorcières ont voulu anéantir à l'époque. Résultat, encore aujourd'hui, dans ce climat de terreur ancestrale, les femmes ont commencé à faire profil bas et de génération en génération ont intégré l'idée qu'elles doivent être discrètes, dociles, prudes, polies, de bonnes mères, de bonnes épouses et si possible, belles et éternellement jeunes. C'est l'image de la femme des années 50, 60, 70, où la femme était toujours bien habillée, elle emmenait l'enfant à l'école, était une bonne ménagère, une bonne personne qui entretenait la maison, pendant que monsieur, avec bien habillé, partait avec son sac, partait au travail. C'est l'image de la France des années 50, 60, 70, parce que c'est une image qui a été aussi voulue par l'Église. Et pas seulement par l'Église, par d'autres religions également. Et donc aujourd'hui, les femmes qui ont le malheur, entre guillemets, d'être trop compétentes au travail, ça se vérifie tout le temps, d'être trop vieilles, d'être trop libérées sexuellement, ou qui ne veulent pas d'enfants, ne sont plus brûlées aujourd'hui, et encore ça dépend des pays, mais elles font l'objet de la méfiance et subissent toujours, de toute façon, dans tous les cas, des violences sexistes de différentes façons. Ou alors sont mis à la marge, sont mis à l'index. Ces femmes qui choisissent leur carrière sont très mal vues. Et puis de toute façon, il y a une chose qu'on peut voir, regarder au 19e siècle quand Aurore Dupin veut écrire, si elle se permet d'écrire, c'est pas sous son nom et son prénom. C'est sous le prénom d'un homme, George Sand. Elle s'appelle Aurore Dupin. Elle devient George Sand pour pouvoir écrire. Ce qui est très tentant, même au XXIe siècle, de faire. On a presque envie de changer son nom et son genre pour pouvoir réussir à créer certaines choses. Et il y a un film avec Whoopi Goldberg qui s'appelle L'Associé, où elle devient un homme pour pouvoir monter une affaire. Donc, ces clichés
ce qui pourrait être des clichés, mais ce sont de telles vérités qu'on n'a pas vraiment regardées. Mais la femme, aujourd'hui encore, et sans doute plus qu'avant, doit plus se battre pour s'affirmer par rapport aux hommes. Absolument. La femme qu'on taxait de sorcière n'était rien d'autre qu'une femme indépendante qui ne se définissait pas par rapport à un homme. Elle vivait en accord avec la nature et avec ses émotions. Et elle n'avait que faire des injonctions à être mère ou à se taire ou à se marier. Dès les années 60, les féministes se réapproprient l'image de la sorcière. On peut citer le mouvement, pour ceux qui connaissent, Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, soit l'abréviation Witch en anglais, qui signifie sorcière, dont les membres donc, de cette association ont défilé main dans la main en 1960 à Wall Street en proclamant la chute de la bourse. Que s'est-il passé il y a quelques années ? La bourse s'est effondrée. Il y a eu 1929, il y a eu 1973. 2008 également. Donc, il y a eu vraiment la finance a été vraiment en difficulté. Absolument. Et on peut citer aussi, 50 ans plus tard, les sorcières qui ont défilé devant Washington pour jeter des sorts à Donald Trump. Plus généralement, dans les années 80-90, la figure de la bonne sorcière envahit la pop culture. On ne compte plus les remakes de l'apprentie sorcière, Hocus Pocus, Charmed et autres séries télé. On ne compte plus les marques de cosmétiques qui invoquent la puissance du rituel beauté et du recours aux ingrédients naturels, bave d'escargot, cire d'abeille. On ne compte plus non plus les livres de développement personnel qui invite à vivre en accord avec la lune ou avec l'astrologie. Et en se revendiquant sorcière aujourd'hui, on réaffirme la capacité et même le devoir des femmes à être elles-mêmes et à être libres des choix qu'elles ont envie de faire. Et pour continuer dans ce qu'a vient de dire Corinne Salvant-Mareux, c'est de voir aujourd'hui que certains hommes, pour s'émanciper, pour vivre pleinement leurs émotions, qu'est-ce qu'ils choisissent ? Ils choisissent de vivre la femme, de faire vivre la femme qui est en eux. Et cette réalité-là, elle est de plus en plus vraie. Et quand on regarde le développement entre ce qu'on appelle l'homosexualité, la bisexualité, le transgenre, actuellement, l'homme est en train de voir comment se féminiser par rapport à la femme. Alors, derrière tout ça, il y a pas mal de problèmes psychologiques également, mais on ne va pas aller là-dessus. Mais il y a une réalité. D'une certaine façon, l'homme est en train d'évoluer et d'assumer sa part de féminité. Absolument. Il n'y a rien de plus émouvant que de voir un père avec son nourrisson dans les bras. C'est agréable à regarder. Et donc, tu en parlais au tout début, nos sorcières à nous, à La Réunion, on les connaît bien. On a la fameuse grand-mère Cale, Madame des Bassins, née en 1755 à Saint-Paul. Elle est l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire de La Réunion pour avoir été à la tête d'un grand domaine et par conséquent de l'une des plus grandes fortunes de l'île, en particulier après la mort de son mari. Oui, et c'est ça, justement. C'est ça qui a fait qu'on l'a honnie. C'est-à-dire que c'est une femme qui a donné la leçon économique aux hommes. Absolument. Elle, toute seule, à la tête de son exploitation agricole. Ce qui n'était pas commun à l'époque. C'était pas commun. Et elle y est arrivée et elle a réalisé énormément de choses, puisque Madame des Bassins vient d'une famille riche. C'est une femme bien née. Elle reçoit une éducation rudimentaire en école chrétienne et elle sait lire et écrire. Ce qui est déjà pour la femme quelque chose, pour l'époque, d'exceptionnel. Exceptionnel et mal vu, parce que du coup, elle devient une sachante. Ouais. Alors qu'elle n'a que 15 ans, elle épouse Henri-Paul Panon, dit des Bassins, qui a 23 ans de plus qu'elle. Ils auront 9 enfants. Et au décès de son mari, Madame des Bassins se retrouve à la tête de l'exploitation d'un des plus grands domaines, avec 400 esclaves et un patrimoine énorme. Donc les avis sur Madame des Bassins sont controversés. Oh non, on va dire que c'est
vraiment, tout a été fait pour lui tailler un costard Absolument. d'enfer. De sorcière. On l'a vraiment peu ménagé, pardon. On a dit sur elle tellement de choses que aujourd'hui encore, tout le monde croit que c'est une sorcière. Et qu'elle a atterri dans le volcan. Dans le volcan, et que le diable prie pour qu'elle chauffe Madame de Bassin. En fait, il y a eu ce qu'on appelle un mélange des genres, parce que dans l'histoire de Grand-Mère Cal, alors que Zélindor est venu la nuit pour enlever Cala, pour partir vivre son amour avec elle, Zélindor se trompe de femme et enlève une autre femme. Et selon la légende, Cala se jetterait dans le volcan après avoir découvert la trahison de Zélindor. Et donc, c'est après la mort de son mari qu'elle régente le patrimoine foncier et immobilier de la famille. Donc, Madame des Bassins, effectivement, elle était par contre d'une grande moralité et d'une grande ferveur chrétienne, puisqu'elle a été éduquée de cette façon. Et surtout, elle a éduqué aussi ses esclaves. Et on dit d'elle que c'est une personne au cœur charitable, oui. Mais pas avec tout le monde. Oui. Dans sa maison, elle reçoit les gens malades, qui ont besoin d'air pur. Oui. Elle reçoit les officiers anglais qui ont été faits prisonniers. Elle reçoit aussi les officiers français qui, à leur tour, ont été capturés et reçoit même en remerciement le titre de seconde providence par le gouverneur de l'île, à l'époque, le baron Milius, qu'elle a également hébergé. Seules les personnalités importantes ou influentes étaient conviées à sa table. Elle a participé à l'économie réunionnaise, tu l'as dit, en poursuivant notamment le développement de la canne à sucre, en construisant les usines sucrières, en organisant la négoce avec l'étranger, en s'attachant le service de chimistes réputés pour améliorer les procédés de fabrication. Elle a acquis une renommée qui dépasse de loin les frontières de notre petite île. En ce qui concerne ses esclaves, en effet, c'est une toute autre histoire, puisqu'elle était très dure, respectée de ses esclaves. En revanche, elle n'avait pas le choix. Pour se faire respecter, il fallait avoir une posture. Parce que elle était à la fois aimante et tolérante, puisqu'elle autorisait ses esclaves à aller voir leurs épouses à l'autre bout de la propriété les soirs, par exemple. Mais elle était agréable tant que les esclaves étaient obéissants. Oui. Parce que pour Madame des Bassins, elle pouvait tout offrir, sauf la liberté. Elle se montre intraitable avec ceux qui, pour elle, ne travaillent pas assez. Parce qu'une femme à la tête d'un si grand patrimoine, la priorité, c'est le rendement. Oui. Et la servitude à l'extrême de ses sujets. Elle a, en toute impunité, appliqué le code noir. Ce code noir autorisait les châtiments corporels. Oui. Donc le moindre esclave qui faisait une erreur ou qui cherchait à s'évader, il était puni, y compris avec des mutilations comme le marquage au fer et même la peine de mort. Elle est inscrite dans les mémoires du coup comme la sorcière, comme la grand-mère Cal. Différentes histoires circulent par rapport à sa cruauté. Et paradoxalement, tu l'as dit, dans les archives de Bourbon, pourtant, on retrouve 400 serviteurs qui l'adoraient, Madame des Bassins. Encore une fois, comme je disais, les esclaves qui faisaient le travail et qui obéissaient n'avaient rien à redouter d'elle. C'était normal. Mais ceux qui essayaient de dire que c'est une femme, on va essayer de la blouser, ceux-là, vous voyez qu'ils avaient eu tort. Absolument. De faire ça, quoi. Et donc, voici notre grand-mère Cal et notre sorcière régionale. Mais pour Mona Chollet, le monde aurait été bien différent si la chasse aux sorcières n'avait jamais eu lieu. En numéro 1, les femmes n'auraient pas été cantonnées au rôle de subalternes dans la médecine. Pourquoi ? Parce que dans la majorité des corps médicaux, encore aujourd'hui, les femmes sont infirmières ou aides-soignantes. Oui. Elles n'auraient pas non plus été réduites à leur rôle de femme et de mère. Elles auraient été libres d'enfanter ou non, dans tous les pays, d'être en couple ou non, dans tous les pays, et sans subir les jugements de la société. Elle n'associerait pas non plus la vieillesse à la laideur. On dirait d'elle qu'elle s'embellisse avec les années, comme on le dit pour les hommes d'ailleurs. Embrasser l'image de la sorcière aujourd'hui, c'est prôner la liberté
l'indépendance et la tolérance. C'est créer un monde où les femmes et les hommes peuvent vivre comme elles et ils l'entendent. Un monde où la libre exultation de nos corps et de nos esprits ne serait plus assimilée à un sabbat infernal. Ça demande de l'audace. Ça tombe bien, on en a à revendre. Bravo, mais encore, je reviens là-dessus. Cet élément-là dont vient de parler Corinne Saint-Mareux rejoint tous les autres éléments qui ont été utilisés par des êtres humains masculins parce qu'il y avait cette peur de la femme chez eux. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours porté. Et c'est un paradoxe, on parle souvent des hommes de caverne. Mais à l'époque des hommes des cavernes, la femme avait sa place et l'homme avait sa place. Avec le temps, plus ça a évolué, plus la femme gênait l'homme, y compris dans la religion. Y compris dans la religion. Y compris dans la religion. Peut-être même surtout dans la religion. Voilà. Et l'homme a une crainte de la femme qui est incroyable. À juste titre, sans doute. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, encore, on voit à quel point tout ce qui s'est passé avant pèse dans cette recherche d'équilibre entre la femme et l'homme. Absolument. Merci, Gismi. Non, je le dis et je le répète encore une fois, on dit qu'on a évolué, que notre société est d'une société qui n'a cessé d'évoluer, de devenir plus moderne. Mais malheureusement, on a omis certains éléments. Pourquoi l'homme a-t-il autant peur de la femme ? Pourquoi l'homme se croit toujours supérieur à la femme, alors que physiologiquement, la femme sera toujours supérieure à l'homme? C'est autant de questions que nous n'avons toujours pas de réponse. Et c'est peut-être le moment de reprendre la réflexion et de voir peut-être à un moment de trouver la réponse. Et c'est terrible de savoir que les femmes ont pu vivre toutes ces tragédies, toutes ces horreurs, basées uniquement sur de la peur. Et non pas sur la femme était mauvaise, on a fait du mal, donc on a récolté du mal. Non, c'est nous avons été craintes par l'ignorance finalement. Et c'est ça qui a amené à faire autant de mal aux femmes. Et on le voit, on parlait la dernière fois de mémoire transgénérationnelle, ça s'est transmis de génération en génération, c'est resté dans les liens karmiques, et encore aujourd'hui, au XXIe siècle, les femmes peinent à se valoriser dans le milieu professionnel, à s'émanciper d'un homme, à assumer une sexualité trop libre ou tout simplement une sexualité différente. Je trouve ça dommage. Et je termine là-dessus, et c'est vraiment pas un élément en faveur de notre société. Posez-vous juste la question, pourquoi un homme qui vit avec une femme, à un moment donné, finit par la tuer? Quelle est la peur que cette femme développe chez cet être pour que cette femme avec qui il vit devienne la sorcière qu'il doit tuer? Ça vous montre que notre société, au lieu d'évoluer, elle a quand même régressé. La société régresse, de tout. Intellectuellement aussi. Merci Corinne. Merci Gismi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.